Bonjour, je suis Elodie Sanchez et je vais vous proposer une conférence qui s'intitule « Quelle histoire pour les maçonneries, les fouilles et l'étude de l'ensemble Saint-François ». Alors, un peu partout en France, et depuis une vingtaine d'années, on renouvelle considérablement le savoir, en grande partie par la réalisation de chantiers archéologiques préventifs. Nice et plus globalement la métropole Nice-Côte d'Azur n'est pas en reste, puisque depuis 10 ans déjà, un service archéologique sévit sur ce territoire. Vous connaissez sans doute les fouilles du tramway 1 et 2, vous nous avez peut-être déjà vu fouiller à Vence, à Isola, à Èze et j'en passe. Et vous savez donc que fouiller c'est creuser, aussi bien à la pelle mécanique qu'au pinceau. Mais savez-vous que l'archéologie, c'est aussi fouiller les murs? C'est ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, et ça se passe en grande partie au-dessus de vos pieds. À travers l'exemple d'une fouille archéologique du bâti récente, menée par nos soins sur l'ensemble Saint-François, je vous propose de faire un bond dans le temps et de revenir sur 8 siècles d'histoire d'un petit bout de Nice. Alors, d'abord, l'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le Vieux-Nice, et plus particulièrement autour de la place Saint-François. C'est l'histoire de ces bâtiments situés au nord de la place, avec l'église des Franciscains, qui date du XIIIe siècle, le palais communal, construit à la fin du XVIe siècle, mais aussi le cloître des Franciscains, dans sa configuration du XVIIe siècle, et enfin la tour du début du XVIIIe siècle. Et voici les mêmes bâtiments vus depuis la tour, qui est d'ailleurs visitable depuis septembre 2019. L'histoire débute avec celle d'une communauté de frères mendiants, plus particulièrement de franciscains, qui au XIIIe siècle, comme un peu partout dans les villes d'Europe méditerranéenne, vient s'installer à Nice. D'abord réunis dans le quartier de l'Impia, on leur fait don en 1251 d'un terrain pour qu'ils s'y installent durablement. Et ce terrain, vous l'aurez compris, c'est celui que je viens de vous présenter et qui porte encore le nom de la communauté, la place Saint-François. La communauté des franciscains va donc y bâtir une église, mais aussi des lieux de vie, de réception et d'études, y installer des jardins et y lotir un cimetière. Ils y resteront jusqu'à la Révolution. Bien entendu, les bâtiments des franciscains vont évoluer au fil du temps, et c'est d'ailleurs ce que nous allons aborder en détail par la suite. Juste à côté, les syndics de la ville vont installer, à la fin du XVIe siècle, un nouveau palais communal, qui est en quelque sorte l'ancêtre de la mairie. Il y restera jusqu'au XIXe siècle, moment où la mairie est transférée sur son site actuel, et le palais transformé en bourse du travail. Mais alors, si nous savons déjà tout ça, que vient faire l'archéologie là-dedans ? Il faut dire qu'à partir de la Révolution, l'histoire du couvent des franciscains a été totalement bouleversée. Les bâtiments sont occupés un temps par l'armée, puis l'ensemble est divisé en plusieurs lots et vendu comme bien national. À partir de là, d'un ensemble religieux homogène et vaste, on voit naître une multitude de volumes, séparés par des murs et des planchers, et qui vont connaître des destinations diverses. Habitat, hôtels, entrepôts, puis même cinéma, boîtes de nuit et locaux de la collecte des ordures ménagères. Tout ceci contribuant donc à des modifications importantes et à une perte progressive de la mémoire du site. Pour vous donner une idée, voici l'église avant l'opération archéologique de 2016. La salle du Capitole et en dessous les locaux de la collecte. Bien évidemment, des historiens et archivistes avaient, depuis la Révolution, continué de traiter de l'ancien couvent des franciscains par le biais des sources écrites essentiellement, et les archéologues aussi. En 1976, des travaux d'aménagement de la partie basse de l'église ont lieu pour l'installation des locaux de la collecte. À cette occasion, un gisant du XIVe siècle est mis au jour. Il est d'ailleurs d'une grande qualité et est visible actuellement dans l'entrée du palais Lascaris. Des fouilles archéologiques de sauvetage sont alors mises en route sur un temps très limité. Les vestiges de sols et caveaux d'époque médiévale et moderne sont mis au jour et certains éléments précieux nous sont parvenus. Mais l'archéologie d'il y a 40 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, à la fois dans les méthodes et outils, mais aussi dans les moyens et le temps qui y sont consacrés. Mais cette intervention a permis de mettre la lumière sur les vestiges conservés dans les sols et sous-sols, mais aussi dans les murs et sur tout le potentiel archéologique du site. Dans les années 2000, des recherches archéologiques ont été menées dans l'ancien hôtel Aigle d'Or, permettant de mettre au jour une partie du cloître du XVIIe siècle et de réaliser une première étude documentaire sur ces questions. En 2015, un diagnostic archéologique a été mené dans le volume supposé de l'église, révélant une bonne conservation des états médiévaux.
C'est ainsi qu'en 2016, suite à la sollicitation de la ville de Nice qui voulait réhabiliter les lieux, que l'État a prescrit une opération d'archéologie préventive sur l'église des Franciscains, ainsi qu'un suivi archéologique des travaux de rénovation de la place. S'en est suivi aussi une petite opération archéologique du bâti réalisée dans le palais communal. Voici donc un aperçu du chantier archéologique du bâti. Il faut imaginer que nous avons dû naviguer dans une multitude de volumes et pièces différentes, pas toujours accueillantes, et composées avec les contraintes comme la nécessité d'installer des échafaudages par endroits, ou encore de travailler alors que les équipes de la collecte étaient encore en service. Tout ceci pour reconstituer petit à petit le puzzle et en saisir la chronologie des bâtiments, de leur construction et de leurs évolutions. La première étape en archéologie du bâti, c'est l'écroutage des murs, qui permet de mettre au jour les diverses couches qui ont été façonnées au fil du temps. Donc ici, vous avez le cœur de l'église, conservé dans les locaux de la collecte. Là, il s'agit de la partie supérieure de la nef de l'église, dans l'ancienne salle du Capitole. Là encore, dans le Capitole, où on voit apparaître une baie médiévale. Ici, dans un autre bout de la nef, conservé dans des anciens bureaux. Et nous avons aussi réalisé des sondages dans le sol de la collecte, qui ont révélé des caveaux et niveaux de sol, et qui ont pu livrer du mobilier archéologique datant. Une fois les murs mis à nu, tous les phénomènes architecturaux qui ont marqué les maçonneries, comme la construction, l'agrandissement ou la destruction d'un mur, mais aussi la création d'une baie ou d'une porte, ou encore le percement pour l'installation de poutres, de corniches, de niches, et la condamnation ou la réduction de ces installations sont localisés, répertoriés, enregistrés sur une base de données. Mais ils sont aussi photographiés, topographiés et redessinés dans un second temps. Tout ceci permettant deux choses. D'avoir un état des lieux complet des maçonneries et sols, avant toute nouvelle modification, voire destruction, ce qui n'est pas le cas ici à Saint-François, mais qui l'est la plupart du temps en archéologie préventive. Ensuite, et surtout, de constituer un outil de travail essentiel à la méthodologie archéologique, permettant de renseigner l'ensemble des phénomènes enregistrés par les maçonneries, et ainsi permettre la compréhension de l'évolution chronologique du site. En bref, qu'est-ce qui a été construit en premier, en deuxième, en troisième, de quelle manière et dans quel but. Tout ceci permet de constituer une chronologie relative du site. Parallèlement, des éléments de chronologie absolue, comme l'étude du mobilier archéologique, des datations au carbone 14, la dendrochronologie, permettent de fixer des dates plus précises, ou au moins des fourchettes très resserrées. En confrontant les données de la chronologie relative et celles de la chronologie absolue, les jalons sont posés et permettent de fixer plus précisément l'évolution du site dans le temps. Autre élément qui nous permet de mieux comprendre un site et nous situer dans le temps, l'appel aux sources écrites et iconographiques. L'étude de ce site a été l'occasion de constituer une étude documentaire exhaustive qui a permis d'éclairer bon nombre de phénomènes observés archéologiquement. L'appui sur les sources écrites est primordial dans les études archéologiques, et particulièrement pour les périodes médiévales et modernes. Bien entendu, il s'agit d'une ressource précieuse, mais qu'il convient toujours de prendre avec du recul, notamment sur la question de qui écrit et dans quel but. Il ne s'agit pas non plus de faire correspondre à tout prix les sources écrites aux sources archéologiques. Les éléments sont parfois concordants et complémentaires, mais ils peuvent aussi éclairer distinctement des points d'histoire différents. Notons par ailleurs que si les sources écrites existent bien souvent pour ce qui concerne les élites, y compris religieuses, et leurs biens, elles sont bien moins présentes pour ce qui concerne les personnes, événements et biens plus ordinaires. Il y a donc un biais entre les sources et la réalité que l'archéologie s'évertue à compléter. Dans le cas de l'ensemble Saint-François, les sources écrites médiévales, originales, ne nous sont malheureusement pas parvenues. Elles sont le plus souvent rapportées par des historiens d'époque moderne, et en particulier par Pierre Geoffredo au XVIIe siècle. Après ce rapide exposé des méthodes de terrain, voici les principaux résultats des fouilles et des études de l'ensemble Saint-François, concernant principalement le couvent, mais aussi le palais communal et la place. Revenons donc au XIIIe siècle avec quelques dates. En 1239, les franciscains s'implantent à Nice. En 1251, un noble, Ogier-Bada, leur fait don d'un terrain, je cite, pour qu'il y soit construit un couvent et une église à l'usage des frères mineurs. Précisons ici qu'au XIIIe siècle, la ville de Nice était principalement concentrée sur la colline du château.
Elle s'est progressivement étendue sur les pentes ouest de la colline à partir du XIIe siècle pour coloniser petit à petit la ville basse que l'on connaît aujourd'hui comme le Vieux-Nice. En 1251, le terrain donné aux franciscains est situé dans une zone très peu, voire pas lotie, en dehors des murs de la ville. Notons que, de la même manière, les dominicains, qui forment une autre communauté de frères mendiants, se sont installés quelques années auparavant à Nice, dans une zone quasi déserte, située extramuros, du côté du palais de justice actuel, donc une configuration assez similaire. Dans les années 1255-56, les mentions sont faites de tensions avec l'évêque de Nice, preuve s'il en est que les franciscains sont actifs et présents dans ces années-là. Et c'est malheureusement tout ce que nous livrent les sources écrites. Archéologiquement, nos investigations menées dans l'église et sur la place ont pu confirmer et compléter ces données textuelles. D'abord, nous avons mis au jour une église de dimension monumentale, 48 mètres de long pour 14 mètres de large et qui est conservée sur 12 mètres d'élévation. Elle présente un plan simple, caractéristique des ordres mendiants de l'époque, une nef unique charpentée et un chœur carré voûté, le tout monté en pierre calcaire. Les baies sont élancées, aussi bien dans la nef que dans le chœur. Nous n'avons pas pu identifier de vestiges de bâtiments liés à la vie quotidienne des frères pour cette période-là. Ceux-ci se développaient à l'ouest et étaient sans doute construits de façon plus fruste que l'église. Ils ont été occultés par la création de bâtiments postérieurs que nous aborderons par la suite. Mais si les murs ne parlent pas, alors comment pouvons-nous dater cette église de la fin du XIIIe siècle ? Plusieurs éléments s'offrent à nous. D'abord l'architecture de l'église, dans son choix de plan et dans le style de ses baies, correspond à un large XIIIe siècle. Mais cela ne peut pas être le seul critère. Ensuite, parce qu'une sépulture mise au jour sur le parvis lors du suivi des travaux a été datée par carbone 14 et révèle l'existence d'un cimetière situé juste au devant de l'église, et ce, dès la toute fin du XIIIe siècle, indiquant de fait que la communauté était déjà bien installée sur ce site. Enfin, nous avons pu réaliser une datation carbone 14 sur des éléments pris dans le mortier de la maçonnerie, et qui va dans le même sens, avec une fourchette située entre 1259 et 1290. Pour le XIVe siècle, les sources écrites sont légèrement plus nombreuses. On sait que durant ce siècle, le couvent entre dans la ville, non pas en se déplaçant, mais simplement parce que la ville de Nice, elle, a évolué et que l'occupation de la ville basse s'est densifiée depuis le milieu du XIIIe siècle. Les murailles sont ainsi étendues à la ville basse afin de la protéger. D'après les sources, en 1359, des travaux pour la réalisation de ces nouvelles fortifications causent des dégâts sur le jardin et la vigne des franciscains, engendrant des dédommagements. Cette source indirecte permet donc à la fois d'apporter des éléments sur la vie pratique de la communauté, ils ont un jardin et des vignes, mais aussi de situer les limites ouest du terrain qu'elle occupe, avec la limite des fortifications. Par ailleurs, les textes font mention de donations de la part de notables locaux qui établissent aussi sépultures au sein du couvent. Archéologiquement, nous avons pu constater plusieurs choses. D'abord, l'église conserve l'essentiel de son plan d'origine, mais se voit rajouter, dans le chœur comme dans la nef, des chapelles latérales. Celles-ci sont facilement identifiables car leurs ouvertures dans les murs se font par l'installation d'arcs brisés. 5 chapelles répondent à ce type de construction et sont attribuables à un large XIVe siècle. Au XVe siècle, plusieurs sources écrites distinctes indiquent la réalisation de travaux dans l'église. En 1410, des dons sont faits, principalement par un syndic de la ville, pour donner, je cite, « une nouvelle forme plus magnifique et remarquable à l'église des frères mineurs de Nice, dédiée à saint François ». En 1428, des biens sont vendus afin de fournir les fonds nécessaires à la rénovation du bâtiment claustral et de l'église qui menace ruine. En 1442, il est fait mention de la fin des travaux et d'une consécration de l'église et de ses autels. Enfin, en 1483, des travaux financés par un certain Térini sont réalisés dans l'église pour l'agrandissement des crotis, terme que l'on peut traduire à la fois comme voûte ou comme caveau. Un peu plus tôt, en 1477, il est fait mention de l'érection d'une croix sculptée offerte par ce même Térini pour le cimetière conventuel des franciscains. Il s'agit de la croix qui est conservée aujourd'hui au monastère de Cimiez. Archéologiquement, nous avons pu observer plusieurs transformations répondant à une campagne de modification profonde de l'église.
Les murs et le plan sont en majeure partie conservés de l'état précédent. Dans la nef, un voûtement sur croisée d'ogive est installé, en remplacement de la charpente simple. Ces voûtes en briques reposent sur des pilastres en calcaire délimitant 3 travées carrées égales dans la nef. Le chœur semble conservé dans son état précédent, du moins dans ses élévations. Le rythme des baies d'éclairage change, ainsi que la disposition des chapelles latérales. Certaines sont condamnées ou modifiées, tandis que d'autres sont créées. Enfin, les décors sont repris avec un jeu sur le noir et le blanc, visible sur les nouveaux éléments architecturaux, voûtes, baies et portes, mais très peu conservés. Des caveaux sont peut-être dans le même temps installés dans le sous-sol de la nef. Un de ces caveaux a pu être observé dans un des sondages, d'autres ont été identifiés lors des cartages géotechniques, ou encore ont été mis au jour lors des travaux de 1976. Enfin, un niveau de sol construit, en briques, a été mis au jour dans les sondages. Son installation a pu être datée par le mobilier archéologique et les datations carbone 14 de la première moitié du XVe siècle. Cependant, le lien stratigraphique direct entre ce sol et les modifications des élévations n'a pu être mis en évidence. Nous avons donc, d'une part, dans les sources écrites, 3 temps majeurs de travaux durant le XVe siècle, 1410, 1428-1442 et 1483. Et d'autre part, à travers l'archéologie, une unique grande phase de travaux liée à l'installation des voûtes dans la nef. Les reprises des sols et sous-sols étant peut-être concomitantes à ces travaux, mais nous n'en sommes pas sûrs. Les tentatives de datation des briques et mortiers ont livré des résultats aberrants à ce jour. En l'état de nos connaissances et en l'attente de datations complémentaires, il nous est impossible de trancher en faveur d'une phase de travaux plutôt que d'une autre. Et nous nous contenterons pour l'instant d'évoquer des transformations relevant d'un large XVe siècle. À la fin du XVIe siècle, les sources écrites font état de travaux de réparation de l'église. En parallèle, le palais communal s'installe à côté de l'église en 1574. Archéologiquement, nous avons pu observer lors de la réalisation des sondages sédimentaires dans l'église un rehaussement important des niveaux de sol de l'ordre de 2 mètres. Le mobilier archéologique, céramique, verre, mais aussi monnaie, contenu dans les couches de remblai, suggère une mise en place à la fin du XVIe siècle. Ces données sont complétées par la mise au jour en 1976 d'entrées de caveaux familiaux, dont une série portait la date de 1584. Du côté du palais communal, les sondages réalisés dans les maçonneries ont permis de confirmer le plan de la première version du palais, à savoir un plan en L avec une galerie portique ouverte en rez-de-chaussée. Cette construction, qui reprend en partie un édifice préexistant, est réalisée entre 1574, date à laquelle il est fait mention d'une installation sur le site, et 1610, date à laquelle le palais apparaît très clairement dans cette configuration, dans le plan dit de Pastorelli réalisé par Balduino. Nous voyons ici le plan de Balduino et un exemple de palais communal italien construit avec une galerie ouverte. Au XVIIe siècle, plusieurs sources écrites et iconographiques indiquent que des transformations concernant les bâtiments claustraux sont réalisées. D'abord, d'après l'iconographie, si l'on confronte les vues de 1610, déjà évoquées et que l'on connaît pour être assez réalistes et précises, et celles de 1675, un peu moins réalistes mais néanmoins utiles, il apparaît un changement radical concernant les bâtiments conventuels. En 1610, à gauche, plusieurs constructions de tailles différentes sont représentées juste à l'ouest de l'église. En 1675, c'est un cloître carré, centré sur une cour et à l'architecture homogène qui est représentée. Et c'est ce plan régulier qui apparaît sur les vues et représentations ultérieures. Des transformations ont donc sans doute eu lieu entre ces 2 dates. Une source écrite de 1621 évoque une subvention municipale aux franciscains pour, je cite, « continuer et finir les travaux qu'ils ont commencés dans les bâtiments claustraux de leur couvent ». Et archéologiquement, cela concorde avec des observations réalisées en 2006 dans le bâtiment de l'Aigle d'Or, qui occupe l'aile sud du cloître, ainsi qu'avec nos propres observations des ailes est et nord. Des galeries ouvertes sur la cour centrale permettent de distribuer les divers volumes du cloître, lieu de vie, d'études et bien entendu l'église. La construction de ce cloître est principalement réalisée en briques et vient en remplacement des bâtiments anciens.
Côté palais communal, plusieurs travaux d'aménagement et d'entretien sont mentionnés dans les textes et sont en partie identifiables dans la construction. À la fin du XVIIe siècle, en 1679-80, un nouveau portail est installé. C'est sans doute à ce moment que le portique est fermé, comme le renseigne l'archéologie du bâti. Au XVIIIe siècle, le couvent connaît plusieurs transformations, qui sont à la fois renseignées par les sources écrites et iconographiques et par les vestiges archéologiques. En 1722, une tour campanile est édifiée au nord-est de l'église. Il s'agit en partie de la tour Saint-François, que vous connaissez, mais qu'il faut imaginer un peu plus petite et sans son horloge. Les travaux vont sans doute de pair avec une extension des bâtiments claustraux vers le nord et donnant du côté de la rue de la Tour actuelle. Cette extension a pu être enseignée par l'archéologie du bâti. En 1739, un projet de transformation de l'église est confié par les franciscains à l'architecte Bernardo Vitone, avec pour objectif d'en faire un édifice de style baroque. Les plans et coupes de ces projets nous sont parvenus. Même si ce projet est finalement abandonné, les plans permettent de visualiser à la fois le projet, mais aussi fait état de l'existant. Autant de données précieuses à l'étude archéologique, d'autant plus qu'elles sont précises. Prenons pour exemple l'escalier que vous voyez ici, l'escalier semi-circulaire sur le parvis qui permet de desservir le cloître. Cet escalier a été mis au jour lors des suivis de travaux de la place et on peut le dater puisque l'on sait qu'il existe au plus tard, en 1739, date à laquelle il est représenté sur le plan. De même, cet escalier vient s'installer sur un sol construit auparavant. Il s'agit d'une calade en galets décorée par des bandes blanches aux motifs géométriques. Cette calade, mise au jour sur le parvis de l'église, mais aussi en partie plus au sud sur la place, a livré du mobilier céramique cohérent avec une datation du début du XVIIIe siècle. Enfin, entre 1741 et 1750, l'église connaît des travaux importants, mais bien plus limités que ceux envisagés par le projet de Vitone. Cela apparaît dans les sources écrites à travers des donations et une nouvelle consécration en 1750. Cela apparaît aussi archéologiquement de diverses manières, avec la modification profonde du chœur par un rehaussement et l'installation d'une coupole, que vous voyez à droite, la mise en place d'une corniche moulurée stuquée monumentale en partie haute de l'ensemble, des éléments que vous voyez sur la photo de gauche, la création de niches encastrées dans la nef, sans doute pour abriter de nouveaux autels, et enfin la reprise du sol de l'église avec une nouvelle série d'entrées de caveaux portant la date cette fois de 1750. Ces modifications sont les dernières que l'on peut saisir sur les bâtiments religieux, puisque les franciscains seront chassés en 1792 et leurs propriétés converties en bâtiments militaires. Le couvent sera vendu en 1798 et dès lors plusieurs fois découpé en propriétés plus petites, comme on peut le constater sur le cadastre XIXe siècle et d'autres plans de la fin du XIXe siècle. En parallèle, le palais communal va connaître des transformations importantes durant le XVIIIe siècle. En 1758-59, des travaux sont entrepris par l'architecte Taviano et l'entrepreneur Banza. La façade est totalement reprise et correspond peu ou prou à celle que nous observons aujourd'hui. Les sources écrites et iconographiques sont denses sur ces questions et les transformations ont pu être vérifiées sur le terrain par l'archéologie du bâti. Par la suite, le palais est agrandi au nord-ouest, fermant ainsi la configuration initiale en L, et venant dès lors s'appuyer directement contre l'église. Le croisement de l'ensemble des données à disposition, écrites et archéologiques, permet d'attribuer cet agrandissement à la toute fin du XVIIIe siècle, sans doute dans les années 1792-93 et consécutivement au départ des frères. L'histoire de ces bâtiments ne s'arrête pas à la fin du XVIIIe siècle, vous vous en doutez. Nous l'avons vu une fois découpé, le couvent a connu des destinations très diverses et nous ne rentrerons pas dans le détail, d'autant que le passage du religieux au civil a conduit à une raréfaction des sources historiques et à des transformations que l'archéologie ne peut pas toujours expliquer. Cependant, nous pouvons aborder quelques points qui ont pu être éclairés par l'histoire et par l'archéologie. Dans les années 1794-1795, une rampe est créée sur la place afin de permettre une communication directe entre les remparts et le palais communal. C'est en quelque sorte la naissance de la place Saint-François, ou plutôt dans ces temps-là, la place des ouvriers, dans les volumes qu'on lui connaît actuellement. En effet, jusqu'alors la place publique se développait simplement sur l'espace devant le palais.
Le volume plus à l'ouest, qui s'étendait jusqu'au rempart, appartenait aux franciscains, où ils avaient installé leur jardin. Le remblaiement nécessaire à la constitution de cette rampe a pu être abordé lors du suivi de travaux de la place. C'est à partir de cette période qu'une partie du couvent est utilisée comme écurie, d'abord semble-t-il par les troupes napoléoniennes. Et c'est encore sans doute le cas par la suite, puisque la place servira de point de départ à la diligence au XIXe siècle, et notamment la présence de l'hôtel L'Aigle d'Or. L'opération archéologique a mis en évidence qu'une partie de la galerie orientale du cloître a servi aux animaux, et notamment la présence d'auges ou mangeoires, en partie conservées, et des anneaux d'attache. Autre point, en 1817, le propriétaire d'une partie de l'église est négociant en bois, et il s'en sert comme entrepôt pour son commerce. Aussi propriétaire d'une partie de la galerie orientale du cloître, il choisit de réaliser des travaux importants afin d'y constituer des magasins supplémentaires et son habitation. Ainsi, il fait détruire la toiture de la première travée de l'église et la rehausse. Ces travaux apparaissent dans les sources écrites car ils entraînent un conflit de voisinage avec la ville de par la gêne occasionnée sur le palais communal. Et il s'agit de l'extension que vous voyez ici, architecturalement bien ancrée sur le bâti. Autre point, en 1837, la ville qui avait acheté le clocher-tour lors de la vente comme bien national en transforme la partie supérieure afin d'en faire une tour d'horloge. C'est la tour telle que vous la connaissez aujourd'hui. En parallèle, en 1868, l'autorité communale quitte définitivement le palais. Le bâtiment deviendra à partir de 1893 la Bourse du Travail. Enfin, une salle de spectacle puis de cinéma a été installée au tout début du XXe. En 1932, les lieux sont transformés pour la création du cinéma Le Capitole. C'est à ce moment-là que 2 des travées voûtées vont être détruites, comme on peut le voir très clairement sur cette coupe, en jaune, qui est le projet du nouveau cinéma. Les clés de voûte ont été conservées par la ville. Pour conclure, nous avons pu voir que les travaux menés sur l'ensemble Saint-François ont permis de mieux documenter l'histoire d'un couvent franciscain médiéval et moderne et celle de l'évolution du bâtiment qui constitue le palais communal. L'archéologie, et tout particulièrement dans notre cas l'archéologie du bâti, a permis de mettre en évidence des états de construction et de transformation qui n'étaient jusqu'alors pas ou que très partiellement documentés. Là où l'on considérait que l'église avait été en majeure partie détruite et où l'on pensait que les anciens vestiges conservés dataient du XVe siècle, l'archéologie a pu révéler que non seulement l'église médiévale n'a pas disparu, mais que ses maçonneries les plus anciennes datent de la seconde moitié du XIIIe siècle et sont toujours présentes et bien visibles. On peut même dire aujourd'hui qu'il s'agit de l'église médiévale la mieux conservée de Nice. Les évolutions architecturales du palais communal ont été mieux perçues aussi grâce à l'archéologie du bâti, permettant, au-delà de la question historique et patrimoniale, d'envisager des restaurations d'une plus grande qualité. L'ensemble de ces travaux a aussi permis de mieux conserver les bâtiments, les protéger, les restaurer et les mettre en valeur. En effet, si la tour, le palais et une toute petite partie de l'église étaient déjà inscrits à l'inventaire des monuments historiques, nos études permettent d'augmenter et d'étendre ce niveau de protection. Le dossier de classement est en cours. Merci.